Bien, je vous propose de reprendre ce cours. Merci de votre présence en cette période, paraît-il, de vacances. Je suis heureux de voir cette salle très pleine. Et nous allons donc poursuivre le cours consacré aux fondements cognitifs des apprentissages scolaires. Nous avions vu dans les cours précédents que la plasticité cérébrale était limitée, mais qu'elle permettait à certains circuits, à l'intérieur de périodes critiques, de se modifier. Nous avons vu que l'attention de l'enfant, de l'apprenant, jouait un rôle crucial et qu'on pouvait aussi entraîner l'attention. Nous avons vu qu'il fallait que l'enfant soit un acteur actif et qu'il reçoive des signaux d'erreur qui lui permettent de se corriger. Nous avons vu aussi l'importance du sommeil dans ces apprentissages. Et aujourd'hui, je voudrais continuer sur le thème de la mémoire et de la consolidation de la mémoire en vous parlant des facteurs qui permettent d'améliorer la performance de la mémoire, notamment sur le long terme. Mais avant de nous embarquer donc dans cette discussion des systèmes de mémoire chez l'homme, je voudrais revenir sur une question qui m'a été posée à la suite du cours sur la correction des erreurs. L'un d'entre vous est venu me voir en me disant « Mais que pensez-vous des notes à l'école ?» Et vous savez que c'est un sujet actuel. Est-ce qu'il faut noter ou ne pas noter? Alors, je n'ai pas un avis très puissant sur la question, mais j'y réfléchis un tout petit peu dans le contexte des théories de l'apprentissage, puisqu'on dispose maintenant d'excellents modèles d'apprentissage qui sont en fait tellement bons qu'ils sont utilisés en routine par des industriels comme Google et Facebook pour améliorer les performances de leurs logiciels. Et on distingue au moins 3 formes d'apprentissage. Et je pense que la comparaison avec ce qui se passe à l'école peut être intéressante. Le premier type d'apprentissage, ce qu'on appelle non supervisé, c'est-à-dire qu'on demande à un réseau de neurones simulés d'internaliser les régularités des stimuli qu'il reçoit, sans qu'on fasse une distinction entre entrée et sortie, mais on demande simplement de découvrir les régularités dans les entrées et de les découvrir suffisamment pour pouvoir compléter, par exemple, une entrée qui serait partielle. Donc c'est sans doute ce qui se passe lorsqu'un enfant est exposé à tout un domaine nouveau et doit internaliser des représentations plus ou moins abstraites. Mais il existe aussi une autre forme d'apprentissage qu'on appelle supervisé, dans lequel on cherche à orienter la performance du système dans une direction qui ne se produit pas spontanément. On cherche à lui faire produire une réponse, par exemple, je ne sais pas, à faire des additions ou à découvrir le nom d'une image ou d'une personne. Cette réponse ne se produit pas spontanément et dans l'apprentissage supervisé, on donne la bonne réponse au réseau et ça permet donc au réseau d'avoir des signaux d'erreur qui vont être rétropropagés. Un algorithme classique de rétropropagation permet de faire circuler ces signaux d'erreur pour corriger le réseau. Et enfin, il y a une troisième forme d'apprentissage qu'on appelle par récompense, dans lequel, au lieu de recevoir un signal détaillé sur ce que le réseau aurait dû faire, eh bien, il reçoit un scalaire, un nombre, qui lui dit à quel point il était proche d'avoir produit la bonne réponse. Alors, il faut savoir que cet apprentissage par récompense ne fonctionne pas aussi bien que l'apprentissage supervisé. Lorsqu'on cherche à faire produire une réponse nouvelle à un système artificiel, l'apprentissage supervisé est de loin le plus efficace. Et il y a une raison très simple à cela, c'est que l'apprentissage par récompense pose un problème d'attribution de la récompense aux actions qui ont été menées par le réseau. Ce qu'on appelle le Credit Assignment Problem en anglais, c'est-à-dire que le réseau ne parvient pas à savoir quel aspect de son comportement il faudrait modifier pour obtenir la récompense maximale. C'est un problème difficile et le réseau doit faire par essai et erreur, doit essayer de trouver où se trouve le gradient, où se trouve l'amélioration la plus rapide des performances. Alors évidemment, s'il y a un délai qui intervient, le problème est d'autant plus compliqué puisqu'il peut y avoir eu plusieurs actions successives et le système doit découvrir lesquelles de ces actions successives a pu faire une erreur ou au contraire se rapprocher de la bonne réponse. Alors dans ce contexte, eh bien, il me semble que la note à l'école n'est pas du tout optimale, dans la mesure où on peut parler d'un signal de récompense non spécifique, ou peut-être devrait-on parler d'un signal de punition aussi, parfois non spécifique. Mais en apprentissage artificiel, on est toujours optimiste, on parle de récompense, quel que soit le signe de la chose. Donc récompense, mais non spécifique, ça veut dire que la note est une somme d'erreurs, une somme de bonnes réponses et une somme qui parfois ne varie pas du tout en fonction de la réponse qu'a pu donner l'élève. Donc d'abord, c'est déjà un problème qu'elle soit un résumé et finalement extrêmement indirect de ce qui a pu se passer pendant l'examen, mais lorsqu'un élève atteint le bas-fond de l'échelle, je crois que Daniel Pennac a très bien décrit ça dans l'un de ses livres, lorsqu'on est sûr chaque semaine d'aller à l'examen et d'avoir 0, la performance ne variera pas quels que soient les efforts, eh bien il est évident que le système ne peut pas apprendre dans ces conditions. Elle n'est pas spécifique, elle est souvent aussi différée, ce qui est un grave problème. Si on reçoit la note 15 jours après l'examen, ce qui peut arriver fréquemment, eh bien, c'est très difficile pour l'enfant de se replacer dans les conditions et de voir comment corriger les erreurs qu'il a pu faire.
Par ailleurs, je trouve que certaines notes ont parfois un caractère profondément injuste, évidemment. L'un des aspects dont ça me paraît injuste, et je pense qu'on ne procéderait jamais comme ça dans le domaine de l'apprentissage artificiel, c'est que la note change de sens semaine après semaine, puisqu'elle ne teste pas la même chose, on change d'examen. L'examen devient évidemment de plus en plus difficile à mesure que le cours progresse. Donc c'est un petit peu comme si vous faisiez une course de fond ou une course de haies, et les haies augmentaient de hauteur. À chaque fois que vous entraînez, l'examen devient de toute façon de plus en plus difficile, de sorte que de toute façon vous échouez pour les élèves qui sont dans le bas de la classe. Donc tout ceci n'est pas du tout le genre de signal qu'on aimerait donner à un système artificiel, qu'on sait devoir donner à un système artificiel pour promouvoir l'apprentissage. Et enfin, je crois que ça a été beaucoup discuté, il est évident que les notes dans le bas de l'échelle ont un effet stigmatisant, décourageant, avec un sentiment d'impuissance. On en parlera, je pense, tout à l'heure avec Pascal Huguet, qui nous parlera des conditions d'apprentissage et de l'environnement social à l'école. Et cet aspect, évidemment, est tout à fait au cœur des débats actuels. Donc, je pense, pour toutes ces raisons, que la note, si elle doit exister, doit être beaucoup plus détaillée qu'elle ne l'est actuellement, et beaucoup plus rapide et conçue dans le but d'améliorer les performances de l'enfant en lui permettant éventuellement de repasser plusieurs fois le même test sans changer le contenu de l'examen, en tout cas le domaine de l'examen, de manière à pouvoir mesurer ses progrès. Je voudrais enfin attirer l'attention sur le fait qu'en informatique, il y a eu des progrès considérables dans l'apprentissage par récompense. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que l'apprentissage par récompense soit difficile, eh bien, le problème a été surmonté en partie avec les travaux de Barthaud et collaborateurs qui ont montré qu'on pouvait entraîner un critique interne, une auto-évaluation par le système. Alors ça, c'est très intéressant. Imaginez que vous essayez d'apprendre à jouer aux échecs ou au backgammon. La récompense ne vient en principe qu'à la fin de la partie. Vous avez gagné ou vous avez perdu. Mais pourtant, vous savez bien que si vous jouez aux échecs, en permanence, dans votre tête, vous calculez à quel point vous êtes proche ou loin du gain de la partie et si vous faites une erreur ou pas. Eh bien, vous avez appris à évaluer les situations du jeu d'échecs ou du jeu de backgammon. Et on peut montrer qu'un système composé d'un acteur et d'un critique, il y a toute une littérature sur l'apprentissage artificiel dans ce domaine, un système qui dispose d'un critique, qui lui-même apprend à critiquer les situations qu'on lui présente, eh bien, va apprendre beaucoup plus vite, parce qu'au lieu d'avoir une seule évaluation retardée à la fin du jeu, il va y avoir toute une série d'évaluations qui vont pouvoir être données par le critique interne tout au long de l'apprentissage. Donc, j'en viens à ma conclusion sur les notes. Je n'ai aucune solution définitive pour l'école, mais je pense que nous pouvons envisager un apprentissage qui serait bien meilleur si on remplaçait la note résumée et parfois sanction, par une évaluation beaucoup plus précise, différenciée. Chacun des adjectifs compte, je pense, ça doit être précis, ça doit être différencié, c'est-à-dire qu'on sait quels essais ont été réussis et quels essais ont été ratés, sur quoi portent les erreurs exactement, rapide, sans délai, et surtout qui ne puisse que progresser à mesure que l'enfant progresse. Si l'enfant progresse, la note doit progresser. En principe, un enfant qui travaille, même un peu, doit progresser dans la mesure où l'examen reste constant. Et enfin, je crois que beaucoup d'idées à l'école vont dans ce sens-là, promouvoir l'auto-évaluation. C'est l'auto-évaluation qui permettra en permanence à l'enfant d'avoir ce petit critique interne qui le motive à améliorer ses performances. Voilà, donc quelques réflexions fondées sur ce qu'on sait aujourd'hui de la théorie de l'apprentissage et des algorithmes qui marchent ou qui ne marchent pas. C'est peut-être un peu loin de ce qui se passe à l'école, mais je pense que c'est pertinent dans la mesure où ces algorithmes ont un caractère universel, ces difficultés d'apprentissage ont un caractère universel. Alors maintenant, je passe donc au cours d'aujourd'hui et je voudrais l'introduire par un autre orateur, le père Guido Sarducci, qui va nous parler donc de la mémoire et des difficultés qu'elle peut poser à l'université. Le père Guido Sarducci est un humoriste américain. J'espère que vous arriverez à suivre dans son accent particulier ce qu'il va nous énoncer. I find that education, I think it no matter where you go to school, Italy, America, Brazil, all of the same, it's all just memorization. And it don't matter how you can remember anything, just so you can compare it back for the test. And I got this idea for a school I would like to start. Some people call it the 5-minute university. And the idea is that in 5 minutes, you learn what the average college graduate remembers 5 years after he or she out of school. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, il propose qu'on se contente d'avoir 5 minutes d'université, puisque c'est à peu près tout ce dont se souviennent. Ça suffit pour enseigner tout ce dont se souviennent les étudiants 5 ans après être sortis de l'université.
Alors, ça nous introduit bien au problème de la mémoire. Notre mémoire oublie, notre mémoire est capable d'engranger des informations, mais l'information s'efface. Et le problème d'aujourd'hui va être d'essayer non pas d'avoir une université de 5 minutes, mais d'avoir une université ou une école qui maximise les chances que l'information soit retenue dans des périodes beaucoup plus lointaines. Alors, commençons par quelques considérations liminaires sur la mémoire et sur les liens avec l'éducation. D'abord, je pense qu'il y a une petite misconception, si on peut dire, méconception de ce qu'est la mémoire. On pense toujours à la mémoire comme un système qui permet de revenir dans le passé. En fait, peut-être faut-il concevoir la mémoire de façon symétrique comme un système de projection dans l'avenir. C'est-à-dire que la mémoire, c'est une décision que prend le cerveau. Maintenant, les informations que j'entends aujourd'hui vont être utiles ou pas dans l'avenir. C'est un système qui projette l'information dans l'avenir et qui décide de projeter l'information dans l'avenir à différents délais en fonction de leur utilité attendue. Donc c'est beaucoup plus un système tourné vers le futur qu'un système tourné vers le passé. Évidemment, c'est le revers de la même médaille. On distingue plusieurs systèmes de mémoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je crois que c'est une diapositive extrêmement classique qui distingue les systèmes de mémoire déclaratifs, qui comprennent la mémoire des épisodes de notre vie et la mémoire sémantique, des connaissances générales que nous pouvons avoir, et puis un certain nombre de systèmes non déclaratifs dont font partie les connaissances procédurales, motrices, le fait de faire du vélo, le conditionnement qu'on peut avoir, l'amorçage, qui est une forme de mémoire brève dans lequel un stimulus est rafraîchi pendant quelques instants dans nos circuits. Et ne figure pas cette diapositive un système qui est très important, la mémoire de travail, qui nous permet de maintenir pendant un certain temps, pendant quelques secondes par exemple, un numéro de téléphone, une information très brève, et ensuite l'information s'efface totalement. Donc un buffer qui permet de garder l'information à volonté. Alors ces systèmes sont donc multiples, et on ne peut pas donc parler d'optimisation de la mémoire, mais aujourd'hui je parlerai largement de la mémoire déclarative, et nous verrons qu'il y a une sorte de conflit entre mémoire déclarative et mémoire de travail, qui fait que parfois on croit avoir appris une information alors qu'elle n'est qu'en mémoire de travail, mais elle n'a pas été optimisée pour être en mémoire déclarative. Alors, je m'appuie sur cette review qui est citée ici de Schmidt et Bjork, et il donne un certain nombre de remarques qui me paraissent très pertinentes. D'abord, l'objectif de l'apprentissage pour l'école, dans la vie réelle, devrait être double. D'abord, de maximiser le niveau futur de la performance à long terme, et aussi la capacité de transférer l'apprentissage à des situations nouvelles. Il est évident qu'on ne rencontrera pas dans la vie future exactement les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pendant l'apprentissage lui-même. Il faut donc avoir chez l'enfant une capacité de transfert et de généralisation. Alors, le point intéressant, c'est que les enseignants croient souvent que les facteurs qui maximisent la performance et la vitesse d'apprentissage pendant l'entraînement, pendant le cours, sont les mêmes qui permettent d'atteindre ces deux objectifs, et notamment la longue durée de la mémoire. Or, nous allons voir, toute une série d'expériences indiquent que cette hypothèse est souvent fausse. Et les enseignants, donc, ne connaissent pas les conditions optimales qui permettent de maximiser la mémoire. Alors, il y a plusieurs problèmes. Les facteurs qui maximisent la mémoire dans l'instant du cours ne sont pas nécessairement ceux qui maximisent la mémoire à long terme, ni la compréhension profonde du domaine. Et deuxième problème, nous n'avons pas une bonne introspection. Je vous réfère au cours sur la métacognition. Nous n'avons pas toujours une bonne métacognition de nos systèmes de mémoire, et donc nous ne sommes pas toujours conscients des facteurs qui nous permettent de l'optimiser. Alors, entrons donc dans le vif du sujet. La mémoire n'est pas durable, et c'est une découverte que l'on doit à Ebbinghaus, qui a théorisé ce domaine. Dès 1885, on voit que l'oubli suit une loi exponentielle en fonction du temps. Typiquement, les informations qu'on engrange à un moment donné, la probabilité qu'elles soient rappelées plus tard dans le futur, cette probabilité va s'écrouler comme une fonction qui ressemble à une exponentielle en fonction du temps écoulé. Ebbinghaus postule que l'oubli va dépendre de plusieurs facteurs. Et nous allons voir que cette spéculation est confirmée dans les résultats récents. Plusieurs facteurs dont la force de l'encodage et la profondeur du traitement sémantique. Et effectivement, Loftus, un siècle plus tard, dans un article intéressant, réexamine cette notion des courbes d'oubli, et elle fait un point qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas expliquer les variations de ces courbes comme l'existence d'une seule et unique exponentielle. S'il y avait une seule et unique exponentielle, elle montre par un argument très simple que ces courbes, qui sont ici dans différentes conditions expérimentales, ne pourraient pas s'écarter les unes des autres. Voyez. Ici, c'est particulièrement net. Les courbes partent au même point, mais elles s'écartent les unes des autres en fonction du temps. Cela signifie
qu'il y a plusieurs constantes d'oubli. Il n'y a pas une constante d'oubli dans le système, il y a plusieurs constantes d'oubli. Et ça signifie donc que si l'on maîtrisait la manière dont ces constantes d'oubli sont déterminées par les conditions expérimentales, eh bien, il devrait être possible de prolonger la mémoire ou, bien entendu, de la raccourcir en fonction des conditions. Dans ces courbes ici, ce qui est manipulé et que Loftus examine un petit peu, c'est la quantité de surapprentissage dans le premier épisode d'apprentissage. Est-ce que ça vaut la peine de consacrer 40, 20 ou 10 essais? Est-ce que ça vaut la peine de consacrer ici, d'aller jusqu'à 200% d'apprentissage, c'est-à-dire que chaque essai, même correct, est répété une deuxième fois, ou seulement 150%. Et on voit qu'effectivement, cette variable a un petit effet. Le surapprentissage ralentit légèrement la décroissance de la mémoire. C'est donc l'un des facteurs que l'on peut mentionner qui permet de prolonger la mémoire, le fait de consacrer plus de temps dans le premier épisode. Mais on va voir tout de suite que ça n'est pas le facteur majeur. Et nous allons voir tout de suite trois phénomènes qui, eux, ont un effet tout à fait déterminant sur la capacité de retenir l'information dans le long terme. Alors, premier facteur qui a été découvert par Craik et Tulving en 1975, c'est l'effet de la profondeur de traitement des stimuli. C'est un phénomène qui est tout à fait intéressant. Avec les mêmes stimuli, en fonction de la tâche qui est demandée à la personne, on va avoir une rétention plus ou moins grande. Craik et Tulving demandent à des étudiants des jugements sur 60 mots, ce sont les mêmes 60 mots, mais certains reçoivent l'instruction d'examiner s'il est imprimé, si le mot est imprimé en majuscule ou en minuscule. D'autres reçoivent l'instruction de déterminer si le mot rime avec chaise. Et le troisième groupe reçoit l'instruction de déterminer s'il s'agit d'un nom d'animal, donc une tâche sémantique qui demande de réfléchir au sens des mots. Et le résultat est extrêmement clair. Vous voyez qu'il s'agisse d'essais qui ont été présentés dans un contexte où la réponse était oui ou dans un contexte où la réponse était non, eh bien, la performance en mémoire, ici, c'est le pourcentage de rappels corrects après un court délai. Eh bien, le pourcentage de rappel des mêmes mots va être beaucoup plus élevé, 86% correct ici, ou 64% pour les essais non, dans le groupe qui a fait la tâche sémantique, qui a réfléchi au sens des mots. Les sujets qui ont uniquement réfléchi à la forme des mots, la casse majuscule ou minuscule, ou la rime des mots, ont un effet beaucoup moindre et ils se souviennent beaucoup moins bien des mêmes mots. Donc il ne s'agit pas simplement d'être exposé à l'information, mais la manière dont on traite cette information activement et en profondeur a une influence considérable. Et alors, les recherches suivantes ont confirmé très largement ce fait, tout en introduisant quelques nuances que je mentionne. Une nuance qui est assez intéressante, c'est que tous les systèmes de mémoire ne sont pas affectés de la même manière. Et c'est vraiment la mémoire explicite, déclarative, qui est affectée par ce phénomène. La mémoire implicite, la mémoire qui peut être mesurée par exemple par le phénomène d'amorçage, le fait qu'il y a encore une trace non consciente de l'information, elle n'est pas affectée. Donc si vous regardez ici ces mesures d'amorçage qui sont toutes positives, elles ne sont pas différentes dans cette étude de Jacobi et collaborateurs pour les trois groupes de sujets qui ont fait ces trois tâches. Par contre, ils répliquent de façon tout à fait massive l'effet de la tâche sur la reconnaissance explicite de l'information. Donc nous pouvons avoir une mémoire implicite qui s'imbibe de ce à quoi nous sommes exposés. C'est un système de mémoire auquel nous n'avons pas accès consciemment, mais si nous voulons avoir accès conscient à l'information, il vaut bien mieux avoir travaillé en profondeur sur la nature des stimuli. Alors c'est un effet qui affecte particulièrement les mots plus que les images, et c'est un effet qui semble dépendre en partie de la congruence entre les représentations sollicitées par l'entraînement et le test. Donc si le test portait exclusivement sur la forme des mots, sur la casse, sur les majuscules et les minuscules, peut-être qu'il vaudrait mieux travailler dans ce domaine. Mais dans la mesure où ce qu'on cherche, on l'a dit au départ, c'est une connaissance profonde, une mémoire profonde du sens d'un domaine qui permette de généraliser à des instances nouvelles, eh bien la mémoire déclarative va être maximisée par une tâche qui fait travailler en profondeur sur le sens des objets que l'on voit. Alors ce résultat est répliqué dans un certain nombre d'études et en particulier il est aussi prolongé par des travaux de Hobel et Franks qui sont à nouveau répliqués par Zaron, Karpik et Rödiger, Henri Rödiger qui joue un rôle très important dans ce domaine, qui était venu ici au Collège de France il y a quelques années, et il s'intéresse à la mémoire des phrases. Donc imaginez que vous deviez retenir cette phrase. Le garçon renversa son pop-corn parce que la cage se brisa. Bon. Ce n'est pas très facile à retenir, on peut essayer de la retenir. Le garçon renversa son pop-corn parce que la cage se brisa. Et soudain, je vous donne une information clé. Lion. Voilà. Je pense que maintenant vous avez compris. Hein.
Voilà. Et parce que vous avez compris, ce que montre l'expérience, c'est que la mémoire des phrases est bien meilleure. Pas seulement parce que vous avez compris, mais parce que vous avez cherché à comprendre, et ensuite, on vous a donné du feedback, une récompense, si l'on peut dire, en tout cas une information supplémentaire. Vous voyez ici, j'espère que vous arrivez à lire ces résultats, ce sont à nouveau les pourcentages de rappels libres de la phrase entière. Et donc, la ligne de base est assez basse. Ici, lorsque vous n'avez pas l'indice du tout, le groupe qui n'a pas l'indice est aux alentours de 20% de réussite. Lorsqu'on donne juste l'indice en même temps que la phrase, mais il n'y a pas de recherche, comme vous l'avez fait, eh bien, on est toujours aux alentours de 20%, alors qu'on passe à 40, 50% lorsque la personne cherche l'indice et qu'ensuite on lui donne. Donc, cette recherche de comprendre maximise l'apprentissage. Il y a un autre point qui est très intéressant dans cette étude, c'est que le jugement d'apprentissage, le jugement subjectif, la métacognition, elle n'est pas affectée. Donc c'est la ligne que j'ai indiquée en bleu ici, Judgment of Learning. La personne doit déterminer si elle arrivera à se souvenir ou non de l'information après. Au moment où elle apprend, on lui demande « Est-ce que vous arriverez à vous souvenir ?» Eh bien, ce jugement subjectif est tout à fait erroné, puisque la personne croit qu'elle va se souvenir aussi bien des informations dans la condition avec délai que dans la condition où on lui donne dès le départ l'indice. Donc le jugement d'apprentissage allait être déterminé simplement par le fait d'avoir compris. Mais on ne se rend pas compte que le fait d'avoir cherché, lui, détermine de façon très importante la mémoire. Donc c'est un point sur lequel je reviendrai, mais qui est souligné de façon explicite par Zaron, Karpik et Rediger, rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. Par exemple, poser des questions difficiles pendant un exposé, je viens de le faire, je viens de vous faire réfléchir un tout petit peu, laisser les étudiants y réfléchir longuement avant de leur donner la réponse devrait faciliter l'apprentissage et la rétention. Voilà. Ce sont des choses qui sont donc démontrées expérimentalement maintenant et non pas simplement hypothétiques. Il faut engager l'étudiant et on revient bien sûr au cours d'une des dernières séances. L'engagement actif de l'enfant est extrêmement important. Alors, on arrive naturellement à ce qu'on peut appeler le deuxième phénomène de la mémoire. Non seulement il faut engager l'attention au moment du premier apprentissage, mais il va aussi y avoir un effet très important du fait de se retester régulièrement pour éprouver si sa mémoire est correcte ou pas. Et donc, on va avoir un effet extrêmement important du retest systématique de la mémoire. Alors, c'est quelque chose qui avait déjà été noté par William James en 1890. Tout est dans William James, il faut le savoir, en psychologie pratiquement, mais c'était simplement son observation intuitive. Hein. Une étrange particularité de notre mémoire est que les faits s'y impriment mieux par une répétition active que passive. J'entends par là que pendant un apprentissage, par cœur par exemple, lorsque nous parvenons presque à retenir quelque chose, il vaut mieux attendre, faire l'effort d'essayer de se souvenir, plutôt que de se précipiter sur un livre. Si nous nous entraînons à récupérer les mots de cette manière, nous les saurons probablement la prochaine fois. Sinon, nous aurons très probablement besoin d'aller à nouveau regarder dans un livre. Et il faut faire l'effort, et évidemment, ensuite, il faut avoir l'information correcte. Mais il faut faire l'effort. Alors, beaucoup de données vont dans ce sens. L'idée que non seulement il faut apprendre avec un engagement actif et profond, mais tester sa mémoire la rend plus forte. Plusieurs études, l'une des plus anciennes de la littérature, disons, contemporaine en sciences cognitives, est celle de Carrier et Pachler en 1992. Le nom d'Harold Pachler va revenir régulièrement dans ce cours, puisqu'il joue un rôle très important dans toutes ces études sur la mémoire. Et là, vous voyez le design, le paradigme expérimental extrêmement élégant qui est utilisé par Harold Pachler. On doit apprendre des traductions de mots esquimaux en anglais, ce sont des sujets anglophones, donc ils apprennent des mots en esquimau. On choisit cela parce que c'est un apprentissage nouveau et peut-être intéressant pour eux. Et donc, les mots en esquimau sont soit présentés simultanément avec leur traduction en anglais, soit on présente le mot esquimau en premier, on laisse 4 secondes, et ensuite seulement on présente le mot en anglais. Alors, on pourrait penser que du point de vue d'un système d'apprentissage, il y a moins d'opportunités pour apprendre, puisqu'il y a un recouvrement entre les deux informations que pendant 2 secondes ici. Mais en fait, ici, le système va être en train de générer une prédiction, de se tester, d'essayer de retrouver la bonne réponse. Et la découverte, c'est que ces conditions-ci maximisent de façon très importante la mémoire ultérieure des traductions des mots esquimaux. Donc c'est le fait d'avoir une période où on génère de façon interne la réponse, on se teste. D'autres résultats de Henry Rediger, c'était l'objet de tout son exposé dans le séminaire il y a quelques années,
montre clairement que si on a la même période de temps, il vaut mieux alterner études et tests que de passer tout son temps dans l'étude. Alors c'est très intéressant parce que vraiment les étudiants ne font pas ça. Les étudiants disent si je veux apprendre, je dois relire, je vais relire mes cours. Relire ses cours, ça a très peu d'effet. Ce qui a de l'effet, c'est de relire son cours et de se tester et de voir si on connaît la bonne réponse. Et donc ici, vous avez cette étude classique. Vous voyez l'écroulement des performances chez des sujets qui soit étudient et étudient dans le même temps, soit étudient et se testent. Et vous voyez que les étudiants qui se testent systématiquement ont un écroulement bien moins important de la mémoire au fil du temps. Au bout d'une semaine, l'effet est extrêmement important. Hein. C'est plusieurs dizaines de pourcents de différence pour les sujets qui ont choisi de se tester. Alors, Carrier et Pachler, dès 1992, discutent des facteurs qui rendent l'effet maximal et ils pensent, comme d'ailleurs William James, que ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas loin de savoir, c'est-à-dire qu'on a déjà une certaine information et que l'on reçoive un feedback rapide sur la réponse correcte ou incorrecte. Alors, les résultats récents ont confirmé cette intuition, c'est-à-dire la situation qui semble ne pas marcher, c'est celle où vous ne savez vraiment pas grand-chose et vous n'avez pas de feedback. Là, vous pouvez générer une mauvaise réponse et évidemment ne pas pouvoir la corriger. Par contre, ce que montrent les travaux de Rediger et collaborateurs, c'est qu'il y a une très grande résistance aux différentes conditions expérimentales. Par exemple, on a pu penser que deviner n'était pas une bonne chose. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de générer une réponse interne? Eh bien, l'expérience montre que ça n'a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet délétère d'essayer de deviner dans la mesure où vous avez une rétroaction rapide sur la bonne réponse. Donc, vous n'allez pas forcément mémoriser la mauvaise réponse simplement parce que vous l'avez générée pendant quelques secondes, à condition d'avoir un retour sur l'information. Et là encore, ce retour n'a pas besoin d'être absolument immédiat, mais il y a une certaine tolérance de cet effet à un délai dans le retour. Donc, vous voyez qu'on a ici des conditions tout à fait intéressantes pour l'apprentissage. Il faut absolument générer de soi-même la réponse et obtenir ensuite un résultat. Autrement dit, c'est une situation de test. On peut aussi dire que c'est une situation de ce que les Américains appellent drill, typiquement pour la table de multiplication, générer la réponse, savoir si on a bon ou pas. Alors, troisième phénomène, qui a un impact lui aussi très important sur les performances de mémoire, c'est la manière dont on espace les sessions d'apprentissage. Et c'est ce que les Américains appellent dans la littérature scientifique « distributed practice », le fait de répartir les séances d'apprentissage à travers le temps. Et donc un peu de terminologie, on appelle apprentissage distribué ou espacé, spaced, les situations où on répète un item qu'on doit apprendre après un certain délai, qu'on appelle l'intervalle interstimulus. Alors ce délai peut être soit vide dans certaines études, soit comprendre d'autres essais d'apprentissage lui-même. On appelle au contraire apprentissage groupé, massed en anglais, lorsqu'on présente un seul et même item plusieurs fois de suite sans interruption temporelle. Donc vous voyez que si on veut apprendre des mots, si on a une liste de mots, on peut choisir de les espacer ou de les grouper. Et l'observation expérimentale est extrêmement claire. L'apprentissage distribué facilite la rétention en mémoire sur le long terme. Ici, c'est une méta-analyse du groupe de Pachler avec Cepeda, Rohrer et Dvoul. Et vous voyez qu'ils ont analysé une énorme littérature scientifique dans laquelle les intervalles de rétention, donc le délai au-delà duquel on teste la mémoire, vont depuis 1 minute, 10 minutes, 1 jour, jusqu'à 7 jours, 30 jours, plus d'1 mois. Et vous voyez que pratiquement dans toutes ces colonnes, l'apprentissage espacé, distribué dans le temps, c'est-à-dire une situation où il y a eu plusieurs épisodes séparés de quelques intervalles, eh bien, va optimiser la mémoire et le rappel donc, va être systématiquement meilleur dans la situation distribuée. Alors, c'est particulièrement vrai pour la mémoire verbale, lorsqu'il s'agit d'apprendre des phrases, des mots étrangers, le sens de certains mots. L'effet semble moindre dans le domaine de l'apprentissage moteur ou, paraît-il, dans des domaines conceptuels comme les mathématiques. Néanmoins, nous verrons qu'il y a quand même un effet. Donc probablement, c'est un effet qui concerne particulièrement la mémoire déclarative, où il s'agit d'y revenir plusieurs fois pour imprimer et transformer ce qui est au départ une connaissance épisodique en une connaissance réellement sémantique, intégrée à notre réseau de connaissances, généralisable à des nouvelles situations. C'est là qu'il faut y revenir plusieurs fois.
Alors, la revue de CEPEDA et collaborateurs discute la qualité de ces études. Il y a des artefacts possibles dans ces études, et pour ceux d'entre vous qui peut-être souhaiteraient prolonger ces résultats, il y a beaucoup de recherches encore à mener dans ce domaine, eh bien, il faut prêter attention à certains aspects méthodologiques. Alors, il y a un aspect méthodologique qui est un petit peu pervers, c'est que si vous faites une première période d'apprentissage, vous avez un long délai, et ensuite vous faites une deuxième période d'apprentissage, certaines études arrange la deuxième période d'apprentissage de sorte que la performance remonte au même niveau qu'elle était au départ. Alors évidemment, plus l'apprentissage est long, je veux dire plus le délai est long entre les essais, plus il faut d'intensité du deuxième apprentissage pour remonter au même niveau qu'on était au départ. Donc il y a là une sorte d'artefact, c'est qu'il y a une confusion en quelque sorte entre le délai inter-apprentissage et la quantité d'apprentissage à l'étape 2. Bon, toutes les études ne tombent pas dans ce panneau et nous verrons par la suite qu'il existe des études bien contrôlées où le deuxième apprentissage prend un temps strictement constant, avec un nombre d'essais constant, et néanmoins, il y a un effet important de l'intervalle d'apprentissage. Toutes les études récentes utilisent ce design-là. Il faut savoir aussi donc qu'il y a une variable très importante ici qui est l'intervalle de rétention. On va y venir dans une seconde, je vais vous expliquer ça, mais on va voir que donc, les durées qui sont en jeu sont importantes à prendre en considération. Ce qui est important, je peux vous dire d'emblée, c'est que cet effet de répartition de l'apprentissage reste vrai, même quand on corrige ces problèmes expérimentaux qui pouvaient affecter les études initiales. Donc on va voir dans un instant, c'est un phénomène très général. Voilà un exemple. Ici, vous avez un exemple d'ailleurs assez concret, pratique, qui s'applique aux mathématiques, dans le travail de Rohrer et Taylor. Ils demandent aux étudiants d'apprendre un petit problème de mathématiques. Le problème de mathématiques, c'est de calculer le nombre de permutations différentes d'une chaîne de lettres dans lesquelles il y a au moins une lettre répétée. Par exemple, on vous dit il y a les lettres, il y a 2A, il y a 2B, il y a 3C. Quel est le nombre de permutations possibles de ces lettres? Bon, ce sera en exercice pour la semaine prochaine. Je vous laisse y réfléchir. Il y a des astuces qui permettent de calculer ce nombre. Et donc, 216 étudiants de Floride ont passé ce test et ils ont été testés dans deux conditions différentes. Certains ont été testés avec 10 problèmes de suite et d'autres ont été testés en 2 fois, espacés d'une semaine. 5 problèmes, 5 problèmes. Eh bien, vous voyez que le résultat est tout à fait considérable. Alors, c'est vraiment très intéressant. À la première semaine, vous voyez, eh bien, les performances ne sont pas différentes. Mais au bout de 4 semaines, les étudiants qui ont eu un apprentissage espacé se souviennent bien mieux de la manière de résoudre ce genre de problème. C'est un effet très important, alors que dans le diagramme d'en dessous, on voit qu'il n'y a pas d'effet important du fait d'avoir un nombre de problèmes plus important la première fois. Donc là, dans une deuxième expérience, ceux qui ont 9 problèmes ou ceux qui ont 3 problèmes au départ, mais dans lesquels il n'y a pas cette distribution de l'apprentissage, eh bien, n'ont pas de bénéfice particulier ici. Donc ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de problèmes, c'est le fait qu'ils soient espacés, de manière qu'on y revienne, qu'on rafraîchisse la mémoire et que quelque chose se passe qui consolide et surtout qui rende peut-être plus abstrait, plus généralisable ce qu'on a appris. Les auteurs spéculent que l'un des facteurs en jeu, c'est ce qu'on pourrait appeler la difficulté désirable. C'est-à-dire qu'on met le système en difficulté la deuxième fois, il ne se souvient plus parfaitement et on rafraîchit précisément ce qui manque, ce qui a pu être oublié chez l'élève. Et il y a un deuxième facteur aussi qui est intéressant, c'est qu'on force l'élève à choisir la stratégie. Lorsqu'il est dans un contexte donné, il sait parfaitement quelle est la stratégie. Lorsqu'il y revient la semaine suivante, il faut qu'il se souvienne quelle était la stratégie parmi plusieurs qu'il a pu apprendre dans le délai. Donc l'apprentissage regroupé ne donne pas autant d'opportunités d'apprendre le contexte aussi de l'apprentissage et d'apprendre à choisir quelle est la bonne stratégie mathématique. Là, vous voyez la taille de cet effet, hein, c'est un doublement de la réussite 4 semaines plus tard. Donc ce sont des effets qui pédagogiquement ont une taille très importante. Alors, quels sont les mécanismes cérébraux de la répartition de l'apprentissage? Je vous parlerai très peu du cerveau dans le cours d'aujourd'hui, pour la raison qu'il n'y a que très peu d'études qui soient pertinentes ici. J'en ai quand même trouvé 2 que je vous livre sans qu'elles soient, à mon avis, extraordinaires. Mais il y a eu donc une étude en 2010 de l'IRM fonctionnel au cours de la phase d'encodage d'association verbale entre un mot et un pseudomot. La tâche consistait à associer un mot avec une chaîne de phonèmes sans signification. Et les paires à apprendre dans cette étude étaient soit regroupées par 4, donc apprentissage groupé, on répétait 4 fois la même chose,
Et puis, elles pouvaient aussi être distribuées dans 4 sessions différentes, alors espacées de quelques dizaines de minutes. Tout ça tient dans 1 heure d'IRM, et l'IRM est utilisé pour mesurer l'activité cérébrale au cours de la phase d'encodage, essayer de comprendre qu'est-ce qui change dans l'encodage lorsque les faits sont groupés ou au contraire distribués. Alors, l'intérêt de cette étude, c'est quand même de vérifier aussi, longtemps après l'IRM, qu'il y a effectivement une différence. Donc, ceux qui ont regroupé quelques instants après, je crois que c'est le lendemain, si je me souviens bien, ont 21% de réussite, alors que les mots qui ont été distribués plusieurs fois à travers le temps ont une réussite de 54%. Là, c'est intra-sujet, ça veut dire que vraiment, pour certains mots, on va les retenir mieux si l'apprentissage a été distribué. L'effet demeure, voilà, il y a un test immédiatement après, il y a un test un jour après, l'effet demeure très net un jour plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, les auteurs observent qu'il y a un surcroît d'activation dans la région frontale inférieure gauche qui correspondrait à une boucle de mémoire phonologique, une boucle de mémoire verbale, qui travaille plus lors des essais distribués que lors des essais regroupés. On analyse uniquement les essais 2, 3, 4. Le premier, évidemment, c'est les mêmes conditions pour tous, mais les essais 2, 3, 4 surviennent soit immédiatement, soit plus tard dans l'expérience. Eh bien, lorsqu'ils surviennent plus tard dans l'expérience, il y a un surcroît d'activité dans cette région de l'operculum frontal gauche. Et donc, l'idée, c'est que si cette région s'active plus, les performances vont être meilleures. Les auteurs le vérifient directement à travers les sujets. Ici, chaque point est un sujet. Et vous voyez que plus l'activation de cette région est intense, plus les performances vont être bonnes au test de mémoire ultérieur. Donc, il y a vraiment un lien entre le travail de cette région et la mémorisation des mots ou des pseudomots, et on voit que l'apprentissage distribué fait travailler cette région plus. Voilà. Donc, l'espacement de l'apprentissage obligerait certaines régions cérébrales à travailler plus. La deuxième étude que je voulais vous présenter va un petit peu dans le même sens. Elle est plus récente, 2014. Elle étudie un apprentissage un petit peu différent, qui est l'apprentissage d'images, mais toujours avec les mêmes idées. Soit ces images sont présentées 4 fois de suite, soit elles sont présentées 4 fois, mais à des intervalles de temps de quelques minutes. Ici, malheureusement, dans cette étude, il n'y a pas de vérification que cela a un effet sur l'apprentissage. En tout cas, ça n'est pas mentionné dans l'article. On ne voit que l'IRM donc, pendant la phase d'encodage de ces stimuli. Mais comme il s'agit d'images, le circuit est un petit peu différent du circuit des mots. Et l'un des résultats ressemble à celui de l'autre étude, c'est que le circuit qui est concerné ici par l'identification des images, différentes régions de la voie visuelle ventrale qui identifient les images, sont plus fortes dans l'apprentissage distribué, donc c'est la courbe qui est en rouge ici, que dans l'apprentissage regroupé qui est en vert. Donc l'ensemble de ce circuit doit travailler plus lorsque l'apprentissage est distribué. Ça correspond à l'idée. Dans les deux cas, vous voyez qu'il y a un phénomène de suppression lié à la répétition. Donc l'activation diminue par rapport à l'image qui est présentée pour la première fois, qui est en noir ici. L'activation diminue, mais elle diminue moins pour les répétitions qui sont espacées. Le système a dû perdre un certain niveau d'activation, peut-être lié à la mémoire de travail, et il doit restaurer ce niveau d'activation et donc travailler plus. D'autre part, il y a au moins une activation dans le cerveau qui est tout à fait unique de la situation distribuée. Et ça, c'est vraiment intéressant. On se situe ici dans le précuneus. Et vous voyez que dans le précuneus, il y a une activation tout à fait particulière pour les stimuli qui sont présentés de façon distribuée. Or, ce circuit du précuneus intervient dans la mémoire épisodique. On le sait, on le voit dans toute une série d'études de la mémoire épisodique. Alors, il faut être très prudent avec ce genre d'inférence. J'ai plusieurs fois dénoncé cette idée d'inférence inverse dans laquelle on voit un circuit et on dit le sujet doit être en train de faire quelque chose de particulier. Soyons prudents. Néanmoins, on peut penser, peut-être une interprétation plausible de ce résultat, c'est que la présentation d'items avec un délai de plusieurs minutes conduit le sujet à se remémorer, à faire un effort de mémoire, à se tester lui-même dans sa mémoire. Et nous avons vu à l'instant que ce test régulier de la mémoire, le fait de se tester, a un effet bénéfique sur les performances à long terme. Donc c'est peut-être parce que l'espacement de la mémoire nous force à nous remémorer qu'il a cet effet. Il est intéressant aussi de voir qu'il y a un effet dans le sens inverse. Et ça, c'est l'effet délétère du regroupement des informations en mémoire. Lorsque vous assistez à un cours et que toutes les informations sont présentées de suite et sont familières à votre mémoire, comme c'est le cas dans cette expérience ici, 4 essais de suite, eh bien les 4 essais présentés de suite augmentent l'activation dans une région du cortex préfrontal droit qui semble être associée à la mémoire de travail. Cette mémoire donc, qui nous permet d'avoir une information en tête comme un numéro de téléphone et qui va ensuite disparaître totalement dès qu'on est distrait par, mettons, un autre numéro de téléphone ou une autre information. Donc une mémoire extrêmement brève
mais qui maintient l'information de haute qualité. Eh bien, on peut penser donc qu'il y a une sorte d'illusion ici, une sorte d'illusion de savoir. C'est-à-dire que le sujet qui a les essais regroupés, 4 essais de suite, conserve l'information toute fraîche dans sa mémoire de travail et ne se rend pas compte qu'en fait, il ne la sait pas, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas stockée dans sa mémoire à long terme. L'information est dans un compartiment de mémoire qui nous donne l'illusion qu'elle est présente. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous lisons un cours. Et nous avons l'impression que tout ça, nous le savons, mais nous ne sommes pas en train de créer les conditions pour maximiser la rétention sur le plus long terme. Ce qui maximise la rétention sur le plus long terme, c'est d'espacer les périodes d'apprentissage. Donc je trouve que ces études d'imagerie cérébrale, tout en étant assez limitées, nous donnent quand même une certaine idée de ce qui pourrait se passer dans la tête pour expliquer cet effet de distribution de l'apprentissage. Alors maintenant, nous allons voir un peu plus en détail, avec l'aide d'Al Pachler, ce qui se passe dans cet effet d'espacement et quelles sont les conséquences pour l'éducation. J'en profite pour vous présenter Al Pachler. J'espère inviter un jour à ce cours. Il m'a énormément aidé, je voudrais le remercier, pour préparer ce cours. Et certaines des diapositives que je présenterai viennent directement de son travail et même de l'un de ses exposés. Alors, Al Pachler pose 2 questions élémentaires sur cet effet d'espacement. Première question, quel est l'espacement optimal? De combien faudrait-il espacer les cours pour qu'on obtienne un maximum de rétention en mémoire? Et donc, c'est l'effet de la variable ici d'intervalle entre l'étude et la révision, ce qu'ils appellent le interstudy interval. Mais Al Pachler fait remarquer qu'il y a un deuxième intervalle dans ces études, qui est le délai de rétention. À partir de combien de temps on va retester la mémoire pour vérifier si l'information est stockée ou pas? Et donc, question, est-ce qu'il existe un intervalle optimal pour l'apprentissage, ou bien est-ce que cet intervalle optimal dépend du délai de rétention des informations en mémoire? On va voir que c'est le cas. Alors, Pachler et ses collaborateurs commencent par une méta-analyse de la littérature existante qui est très touffue. Il y a plusieurs centaines d'articles, ils en recensent 254 qui portent sur ce sujet, tout en ayant toutes sortes de défauts méthodologiques. La littérature est loin d'être parfaite sur ce sujet, mais ils parviennent à regrouper les études, d'une part en fonction de l'intervalle de rétention, donc la durée au-delà de laquelle la mémoire va être testée, l'intervalle de droite. Sur mon dessin, je vais peut-être revenir une seconde, donc l'intervalle de rétention, c'est celui-ci, avant le test final. Et ici, donc, vous avez des intervalles de rétention qui, dans certaines études, sont en dessous de 20 minutes, entre 15 secondes et 20 minutes, un jour, moins d'un mois, ou ici plusieurs mois et jusqu'à plusieurs années dans certaines études. Et les différentes barres correspondent à l'effet de modifier l'intervalle interétude, donc l'intervalle de gauche dans mon diagramme au départ. L'intervalle interétude peut être augmenté de quelques minutes, quelques secondes, peut être augmenté d'un jour, peut être augmenté de plusieurs jours, presque jusqu'à un mois, ou de plusieurs mois. Et là, vous voyez tout de suite qu'on a effectivement un effet important d'augmenter l'intervalle dans chacune de ces conditions ici. Donc, augmenter l'intervalle est important, c'est l'effet d'espacement. Les performances en mémoire s'améliorent lorsqu'on espace les situations d'étude, mais on voit aussi que le pic n'est pas toujours atteint pour la même valeur. Et en particulier, lorsque les délais de rétention sont très longs ici, eh bien, il vaut mieux avoir un intervalle d'espacement des apprentissages qui soit plus long, qui soit de l'ordre de 2 à 28 jours ici. Alors que le pic pour des délais de test de quelques jours semble être atteint pour une révision de 1 jour, révision le lendemain. C'est une première indication que l'effet d'espacement dépend de la durée de rétention de l'information. Si vous souhaitez savoir l'information dans 3 ans, il vaut mieux avoir révisé plutôt avec un intervalle de plusieurs jours, voire 1 mois. Alors on va voir que des études le démontrent très directement. Cepeda et collaborateurs avec Pachler décident donc de tester ceci beaucoup plus systématiquement. La méta-analyse évidemment pose beaucoup de problèmes parce qu'on met ensemble des études qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Donc ici c'est une étude homogène de l'apprentissage et de la rétention de mots, d'abord sur une dizaine de jours. La tâche, toujours cette tâche de traduction de mots, on apprend des mots en swahili. On apprend par exemple que Jani veut dire cheval. Voilà encore quelque chose que vous aurez retenu aujourd'hui, j'espère. Jani veut dire cheval. Alors, on fait une première session d'apprentissage. Le dessin expérimental est important. On fait une première session d'apprentissage jusqu'à un critère de réussite fixé à l'avance. Ensuite, on laisse s'écouler un premier intervalle qui peut être de 0, 1, 2, 4, 7 ou 14 jours. Et on fait une deuxième session de révision.
Et comme je vous l'ai dit, il est important que cette session de révision soit avec un nombre d'essais fixe. Quelle que soit la performance de la personne, on donne le même nombre d'essais de révision, comme si on avait un cours avec une durée fixe. On laisse à nouveau écouler un délai, cette fois-ci ce délai est fixe, 10 jours, et on va tester les performances de la mémoire sur le sens du mot Jani qui veut dire cheval. Merci. Eh bien, voyons donc ensemble ces performances. Alors, il y a deux courbes. Première courbe en blanc, c'est la performance dans la session 2. On commence par tester les performances de la personne et on voit que ces performances, évidemment, s'écroulent suivant la courbe quasi exponentielle de Ebbinghaus. Donc, ceux qui ont été testés immédiatement ont une mémoire de l'ordre de 93% ici. Ceux qui ont été testés un jour après, la performance est descendue, etc. On les a fait réviser. Et ce que vous voyez en noir maintenant, c'est l'effet de la révision sur le troisième test, donc la session 3. Et cette fois-ci, vous voyez que les performances ne sont pas très bonnes pour ceux qui ont eu la révision immédiate. Les performances sont bien meilleures pour ceux qui ont eu la révision un jour plus tard. Et ensuite, on a un léger écroulement des performances, mais presque un plateau en fonction du délai ultérieur de révision. Donc, pour se souvenir d'une information 10 jours plus tard, c'est ce délai de 10 jours ici, eh bien, il vaut bien mieux avoir eu 2 périodes d'apprentissage espacées d'1 jour que d'avoir tout eu le même jour. Mais au-delà d'1 jour, ça ne fait pas une immense différence, ça s'écroule très lentement. Donc, effet tout à fait clair d'espacement. Mais est-ce que ce délai d'espacement va varier en fonction du délai de rétention? Pour le savoir, Cepeda et collaborateurs font une deuxième expérience avec cette fois-ci un délai de 6 mois. Donc, on va tester l'information au-delà de 6 mois. Alors, le design est très proche. On apprend des mots rares. Par exemple, ceci, ce sont des coccolithes. On apprend des faits sémantiques méconnus et qui méritent de rester méconnus. À mon avis, par exemple, qui a inventé le golf sur neige? Paraît-il que c'est Rudyard Kipling. Voilà. Là, j'espère que vous oublierez rapidement ce fait. Première session, donc apprentissage jusqu'à l'atteinte d'un critère fixe de réussite. Intervalle variable, c'est le même design qu'auparavant, sauf que vous voyez que les intervalles vont aller cette fois-ci jusqu'à 168 jours, donc une demi-année, 6 mois, pour avoir ensuite une deuxième session où on se teste et on révise. Un délai de 6 mois et la troisième session de test. Les données sont mises sous la même forme qu'auparavant, donc vous avez l'écroulement des connaissances avant la session 2, en blanc ici, et l'effet d'avoir révisé sur la troisième session qui est en noir. Et là, vous voyez très clairement que réviser le jour même, 0 ici, a des effets extrêmement négatifs. On peut faire beaucoup mieux en se testant au bout d'1 mois. Si l'idée c'est de retenir l'information pendant 6 mois, eh bien, il vaut bien mieux réviser au bout d'1 mois que de réviser même quelques jours après l'apprentissage initial. On a l'impression, en regardant ces courbes, qu'il y a une régularité intéressante, c'est qu'il faut réviser à un moment où l'apprentissage est en train de s'écrouler, vous voyez. Lorsque le test 2 indique que l'apprentissage est en train de s'écrouler, c'est peut-être le moment de réviser de façon optimale. Alors, si on regroupe ces courbes sur la même figure, on voit que le pic d'effet d'espacement n'est pas atteint au même moment, suivant que le délai de rétention soit de 10 jours ou de 6 mois. Vous voyez, si par contre, alors j'insiste sur le fait que ces effets sont très importants. On peut augmenter l'apprentissage d'un facteur 2 ou 3, 6 mois plus tard, simplement en changeant le moment où on place la révision de l'apprentissage initial. Mais si on aligne donc toutes ces courbes sur cette fois-ci le ratio, le rapport entre l'intervalle interétude et l'intervalle de rétention, eh bien vous voyez que ces courbes s'alignent plus ou moins avec un pic qui se situe aux alentours de 10-20% du délai de test. Donc si on veut retenir une information pendant un temps X, eh bien, il vaut mieux la réviser à un temps X fois 10%, fois 20%. Voilà. D'autrement dit, il n'y a peut-être pas de délai optimal, mais il y a un délai qui varie en fonction de ce qu'on cherche à obtenir. Alors, Cepeda et collaborateurs poursuivent leurs investigations avec cette fois-ci une étude à très grande échelle qui va essayer de tester des délais de rétention encore plus importants sur Internet. Donc, ils présentent au sujet une situation d'apprentissage, toujours la même idée, avec un intervalle ensuite qui précède une révision. Ils vont la faire alterner test et étude pour maximiser l'efficacité de cette période de révision. Et une durée de rétention qui, cette fois-ci, va varier suivant les sujets, puisqu'on a un grand nombre de sujets, 1400 sujets. Vous avez donc certains sujets qui vont être testés au bout d'une semaine, d'à peu près 1 mois, 70 jours ou pratiquement une année ici, 350 jours.
Et donc, au bout de ce délai, on leur fait des tests de mémoire. Alors ici, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire 2 tests de mémoire différents, soit un rappel libre, on leur demande de donner la traduction, soit un choix multiple parmi 5 possibilités, pour vérifier si l'effet est généralisable à toutes ces conditions. Eh bien, vous voyez que ce soit en rappel libre ou en choix multiple, les courbes se ressemblent, le niveau n'est pas le même, parce que le niveau du hasard n'est pas le même non plus. Donc, évidemment, on a des performances moindres en rappel libre qu'en choix multiple, mais sinon, la forme de ces courbes se ressemble beaucoup. Et dans tous les cas, l'effet est le même, c'est-à-dire que pour une durée de rétention de 7 jours, il y a un intervalle interétude optimal qui est de l'ordre de 1 jour, ici. Pour un délai de 35 jours, il vaut mieux attendre un petit peu plus longtemps avant de réviser, peut-être une semaine, 10 jours. Pour 70 jours, les données sont peut-être un petit peu moins précises ici, mais il y a un pic qui semble être un petit peu plus tard. Et pour 350 jours, on a une courbe qui est beaucoup plus étalée dans le temps, avec un pic qui est encore un petit peu plus tard ici. Donc on voit très nettement que ce délai optimal de révision dépend de l'intervalle de rétention. Tout ceci peut être modélisé par un petit modèle mathématique. Donc les données ici sont fitées par une équation mathématique que je ne détaillerai pas, mais on voit que donc, en fonction du délai de rétention, ici l'intervalle de rétention en jours, les performances de mémoire vont s'écrouler, mais elles ne vont pas s'écrouler avec la même vitesse et avec la même asymptote en fonction de l'intervalle de révision, ici, qui est également en jours. Et la courbe en rouge indique où se trouve le maximum, donc le maximum se déplace avec l'intervalle de rétention. Plus vous souhaitez retenir l'information pendant longtemps, plus il faut espacer les révisions pour obtenir l'effet maximal. Et on peut comprendre un petit peu ces données si on suppose, et c'est l'objet d'une modélisation de Michael Moser, si on suppose que la mémoire obéit à plusieurs exponentielles décroissantes, comme s'il y avait plusieurs mécanismes de mémoire. C'est une hypothèse qui, pour l'instant, à ma connaissance, est uniquement psychologique, mais qui serait très intéressant d'aller tester au niveau neurobiologique. Il y aurait donc plusieurs échelles de temps différentes de l'oubli, chacune avec sa constante de temps particulière, chacune avec son exponentielle, et en faisant réviser le sujet à des moments différents, on sélectionne plutôt tel ou tel mécanisme de mémoire avec une exponentielle plus ou moins lente. L'ensemble de ces exponentielles va se superposer pour générer, d'après les auteurs, une loi de puissance, mais on va donc pouvoir sélectionner sélectivement un système de mémoire pour envoyer l'information dans un futur plus ou moins lointain. Si on souhaite envoyer l'information dans le futur lointain, il vaut mieux espacer les périodes d'entraînement. Donc, résumons ces données. D'abord, la répartition de l'apprentissage sur plusieurs périodes espacées d'au moins 1 jour augmente considérablement la rétention en mémoire. Deuxièmement, l'intervalle optimal n'existe pas. Pour savoir comment allouer au mieux votre temps d'étude, vous devez d'abord décider pendant combien de temps vous désirez vous souvenir de l'information. Troisièmement, l'information en mémoire, la mémoire, peut augmenter d'un facteur 2 ou 3 lorsque l'intervalle est optimisé. Et l'optimum est atteint pour 10 à 20% du délai de rétention souhaité. Quatrième point qui est quand même important, un délai de révision trop court est bien pire qu'un délai trop long. Autrement dit, cette courbe est très raide d'un côté et très plate de l'autre. Donc il vaut presque toujours mieux faire l'erreur du côté d'un délai de rétention plus long, qui va maximiser la performance à long terme et qui va avoir finalement un effet assez faible sur la mémoire récente. Alors, quelles sont les conséquences pratiques de ces découvertes? Alors, Al Pachler m'a fourni quelques diapositives où il spécule, une fois qu'on connaît cette courbe et qu'on suppose qu'elle est générique, on peut essayer de trouver les conditions optimales de l'apprentissage dans différentes circonstances données. Mais on va voir que tout dépend crucialement de ce que l'on cherche à accomplir. Donc, suivant que vous êtes l'étudiant ou l'enseignant, le conflit, si on peut dire, n'est pas tout à fait le même et l'optimum n'est pas tout à fait le même. Et suivant les contraintes qui sont imposées par les examens, donc la manière dont on va tester, l'optimum ne va pas être atteint au même endroit. Alors regardons ça ensemble. Imaginons dans un premier temps que, pour simplifier le modèle, que vous ne puissiez étudier que 2 fois, une session 1 et une session 2, et vous savez que vous allez être testé à un certain moment dans le temps. Vous voulez maximiser la performance à l'examen qui aura lieu dans 6 mois. À quel moment devez-vous placer les périodes d'apprentissage? Apprentissage 1 et apprentissage 2. Alors, ça n'est pas complètement intuitif, mais la réponse est assez curieuse. Vous devez tout apprendre à la dernière minute, d'après ces écoles. Bon, on va très vite nuancer ce propos, hein. Mais, ma foi, ça n'est pas absurde. C'est là que va être l'optimum de tous ces systèmes de mémoire avec des exponentielles décroissantes. Bon, nuançons immédiatement le propos.
essayez d'imaginer quels sont les paramètres qui permettront de minimiser, je dis bien minimiser, la mémoire nettement plus tard, mettons quelques mois plus tard. Donc vous avez un premier test, mais vous souhaiteriez retester après un long délai et vous souhaitez minimiser la performance en mémoire. Eh bien, le résultat est exactement le même, tout apprendre à la dernière minute. Autrement dit, tout apprendre à la dernière minute va vous garantir un bon résultat à l'examen, peut-être, mais des performances déplorables plus tard dans le temps. C'est ce que prédit ce modèle, et je crois que c'est ce qu'on observe régulièrement dans la réalité. C'est l'université de 5 minutes, ça, vraiment. Alors, plus intéressant maintenant. Supposez que vous veniez d'assister à un cours au Collège de France, et vous allez être testé, mais heureusement ça n'est pas le cas, mais vous allez être testé 3 mois plus tard. Où devez-vous placer la période de révision, de manière à maximiser vos performances à cet examen? Alors on fait tourner le modèle, et la réponse est très simple, il faut réviser à la dernière minute. Voilà. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est à ce moment-là que vous aurez le rafraîchissement maximal de la mémoire, de tous ces systèmes d'exponentielle décroissance. Voilà. Alors, ici, c'est un peu moins absurde, parce que cette stratégie maximise également la mémoire à long terme, puisque vous avez l'espacement maximum ici. Donc cet espacement maximum va permettre, à peu près 5 fois plus tard, d'avoir encore des performances qui sont relativement optimales. Bon, cela dit, c'est clair que ces simulations sont tout à fait artificielles et il y a au moins 2 manières dont elles le sont. D'abord, dans le monde réel, on dispose normalement de plusieurs moments pour réviser, il n'y a pas que 2 moments pour réviser, et si c'est le cas, on a vu, et je le répète, il vaut mieux alterner de multiples périodes de révision et de test, surtout, de sa mémoire, pour maximiser les performances. Donc cet optimum ici est artificiel puisqu'il correspond à l'hypothèse qu'on n'a que 2 périodes pour réviser. D'autre part, dans la vie réelle, on ne connaît pas le moment du test. On ne sait pas à quel moment précis nos connaissances pourront être utiles dans le futur. On souhaiterait maximiser la disponibilité de l'information dans l'ensemble du futur, si l'on peut dire, sans savoir la date. Alors, c'est là que peut-être on peut se pencher sur l'organisation des systèmes d'éducation un tout petit peu. Pachler se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si on avait donc des tests multiples, un par trimestre par exemple, comme c'est souvent le cas. Eh bien, que se passera-t-il dans ce cas-là? Tout dépend en fait du contenu du cours sur lequel porte l'examen. Si le contenu du cours porte uniquement sur le trimestre précédent, alors on se retrouve dans la situation précédente, un cours, une révision, l'étudiant a intérêt à réviser juste le cours qui précède et juste avant l'examen. D'accord? Et c'est une situation qui ne va pas maximiser l'apprentissage sur le long terme. Du point de vue de l'enseignant, si l'enseignant cherche à maximiser la performance sur le long terme, il vaut bien mieux que les examens soient cumulatifs, c'est-à-dire que chaque examen porte sur, le premier examen porte sur le cours 1, le deuxième examen porte sur 1 plus 2, le troisième examen porte sur 1 plus 2 plus 3. Ça va forcer l'étudiant à réviser donc les premiers cours régulièrement, ici 3 fois, et donc l'étudiant va, dans ces conditions-là, avoir un gain maximal de mémorisation sur le long terme, puisqu'il y aura un rafraîchissement de la mémoire à des intervalles de temps plus considérables. Et on peut noter aussi qu'avec cette stratégie, peut-être que certains étudiants découvriront que la situation optimale n'est pas, dans ces conditions, de réviser juste avant l'examen, mais au contraire de distribuer l'apprentissage, parce qu'à ce moment-là, il y aura moins de quantité de révision. Il faut savoir que réviser avant l'examen, ça veut dire qu'on maximise le délai de révision, donc il y aura plus à réviser si on veut atteindre la même performance au moment de la révision. Étudier en amont peut permettre de maximiser les performances et donc la distribution de l'apprentissage tout au long de l'année va être ici la situation optimale. Mais on voit ici l'importance que joue la situation finalement scolaire. Le choix que l'on fait de mettre une discipline à l'examen ou pas va avoir un effet déterminant sur les stratégies de l'élève et en retour sur sa mémoire. Alors, certains travaux suggèrent que si l'on dispose de plusieurs périodes de révision, peut-être que espacer les révisions régulièrement n'est pas la situation la plus intéressante. On vient immédiatement avec cette idée d'exponentielle multiple, on vient immédiatement à l'hypothèse qu'il vaudrait mieux espacer de plus en plus les apprentissages ou les réapprentissages. Et alors c'est exactement ce qu'ont testé Al Pachler et ses collaborateurs dans un article très récent, 2014. Ils font un test en grandeur nature avec un espacement progressif espacé sur 12 semaines. Donc là encore, il s'agit d'apprendre la traduction en anglais de 60 mots japonais et il y a une révision régulière qui est faite par les sujets. À chaque séance, en fait, la révision consiste en une alternance de 3 périodes, test, révision, test, révision, test, révision, qui a en principe l'effet optimal local. Mais ensuite, on dispose de 3 périodes de révision de ce type et on va les distribuer de 2 manières différentes.
il y a un premier groupe de sujets qui va avoir la révision à 1, 3, 9 et 28 jours, donc ces intervalles qui s'espacent de plus en plus, conformément à l'intuition, et l'autre groupe qui va au contraire avoir des intervalles égaux. Tous les 9 jours, on révise les connaissances, et on fait cela 3 fois. Eh bien, voilà les résultats, qui sont très élégants, qui sont fités ici par le même modèle théorique qu'auparavant, et les points correspondent aux données expérimentales. Donc vous pouvez suivre ces courbes avec le premier jour, où les performances s'améliorent, premier test, deuxième test, troisième test, puis on laisse passer un jour pour ce groupe-là, premier test, deuxième test, troisième test, on laisse passer à nouveau quelques jours, on arrive à 9 jours, voilà, et enfin la performance 28 jours, et les sujets sont testés à 84 jours, ici, après l'apprentissage initial. Alors, vous voyez que cet effet d'accroissement progressif des intervalles n'est pas majeur sur la performance finale, 84 jours ici. La performance est identique. Mais pourtant, les courbes ne sont pas identiques, et c'est peut-être important. Si on regarde l'intégrale de la performance, on voit que la courbe rouge est presque tout le temps au-dessus de la courbe bleue. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous étiez testé à n'importe quel moment, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir besoin de cette information, eh bien, il vaut mieux être sur la courbe rouge que sur la courbe bleue. C'est elle qui va maximiser vos chances d'avoir une bonne réponse. Et donc, l'espacement progressif de l'apprentissage peut permettre de maximiser la disponibilité de l'information à chaque instant. Et on peut observer aussi, mais ça c'est plutôt une inférence du modèle théorique que les données expérimentales elles-mêmes, mais si vous regardez la courbe qui est fitée ici aux données, qui est ajustée aux données, eh bien la courbe rouge s'écroule de façon plus lente. On a sélectionné pour une exponentielle qui décroît de façon plus lente, et donc ça veut dire que d'après le modèle, si on avait testé au bout d'un an, au bout de 2 ans, eh bien les performances seraient meilleures pour les sujets qui sont dans les conditions en rouge, autrement dit, qui ont eu un intervalle croissant. Donc ce sont des données qui sont encore modestes, mais qui suggèrent qu'effectivement, on peut obtenir des performances encore meilleures si on fait plusieurs révisions successives et qui s'espacent de plus en plus. Alors, j'en viens aux conclusions que l'on peut tirer de toutes ces études. Donc d'abord, l'apprentissage clairement gagne à être espacé plusieurs fois. Et dans le domaine scolaire, puisque l'on cherche des effets de mémorisation sur de nombreuses années, l'espacement de quelques jours ou même de quelques semaines ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est réviser à des intervalles de quelques mois au moins, si on veut avoir des effets sur des années, d'année en année. Donc il est clair que là, il y a quelque chose de tout à fait concret sur l'organisation des périodes d'apprentissage à l'école. Troisièmement, les examens sont utiles. Les examens concentrent la révision et permettent de forcer en quelque sorte l'apprenant à avoir cette période de révision qui est bénéfique. Le fait que la révision soit de dernière minute n'est pas forcément délétère. D'abord, c'est sans doute un phénomène inévitable et quelque part logique, puisque l'étudiant découvre de lui-même que c'est ça qu'il faut faire pour maximiser les chances d'avoir une bonne note à l'examen, mais ça n'est pas forcément inefficace, même sur le long terme. C'est une révision qui va conduire à mémoriser l'information sur le long terme. La seule chose qui est clé, on l'a vu, c'est qu'il faut qu'il y ait une première période d'apprentissage, un grand espace et ensuite une révision. L'étudiant qui met tout son apprentissage juste avant l'examen, il va peut-être avoir une bonne note à l'examen, mais il ne retiendra rien 5 ans plus tard. Il sera dans la situation de l'université de 5 minutes. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est garantir qu'il y ait un apprentissage tôt dans l'année et plusieurs périodes de révision qui peuvent être incitées par des examens. Donc, les révisions régulières et les examens cumulatifs présentent des avantages considérables. On parle de facteurs 2 ou 3 sur la mémorisation des informations. Et une révision partielle chaque année serait sans doute la situation optimale si l'on veut des délais de rétention qui vont de l'ordre de la dizaine d'années. Pachler fait aussi un point intéressant sur l'organisation des manuels scolaires. Parce que dans beaucoup de manuels scolaires, c'est peut-être plus le cas aux États-Unis qu'en France, mais je ne suis pas sûr, il est assez logique et cartésien, si on peut dire, d'avoir des chapitres dans lesquels on apprend un certain domaine et on a des exercices qui portent sur ce domaine. Et puis on passe au chapitre 2, on a l'apprentissage et les exercices. Et bien entendu, le manuel va être suivi dans un certain nombre de cas par l'élève ou par l'enseignant de façon linéaire. Alors la conséquence, c'est qu'il ne va pas y avoir d'espacement suffisant entre l'apprentissage et la révision ou le test. Et cette organisation des manuels ne va pas créer les conditions optimales d'espacement des apprentissages. Également, on en parlait tout à l'heure, elle ne va pas permettre un méta-apprentissage. L'étudiant n'apprend pas à déterminer quelle méthode est la plus appropriée pour un problème donné, puisque essentiellement la stratégie à suivre lui est donnée par sa mémoire récente et il ne doit pas choisir entre plusieurs méthodes qui seraient disponibles.
Alors, Rohrer et Taylor, que j'ai déjà cités, en 2006 et surtout en 2007, testent explicitement cette organisation des manuels scolaires et ils montrent que le mélange des exercices améliore très nettement les performances en mathématiques. Donc là, on parle de choses qui sont concrètes, qui sont applicables tout de suite dans les classes. Les étudiants qui ont appris à résoudre un problème mathématique de façon bloquée, donc avec ce qui est préconisé pour la plupart des manuels scolaires, mais qui n'est pas le plus approprié, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment de l'apprentissage, ils font mieux que les autres. Et ça peut laisser penser à l'enseignant que c'est la meilleure stratégie. Ils sont bien meilleurs que les autres. Seulement, si vous les testez quelques jours plus tard, ils ont des performances bien moindres que les autres. Toujours ce même phénomène. Illusion de savoir, mais on n'est pas en train d'optimiser les conditions qui permettent la rétention à long terme. Sur le long terme, c'est le fait d'éparpiller les exercices de manière à forcer l'étudiant à réviser sur l'ensemble de ses connaissances qui vont avoir l'effet le plus bénéfique sur la mémorisation. Alors, j'en viens à mes conclusions. Donc, pour reprendre l'ensemble de ce cours, je vous ai montré qu'en psychologie, on avait déterminé au moins 3 facteurs qui modulent la mémoire et la vitesse de l'oubli. Premier facteur, c'est la profondeur de l'encodage initial. Et ce n'est pas parce que j'y ai consacré qu'une ou 2 diapositives que ça n'est pas un facteur extrêmement important. Faire travailler activement les élèves sur le sens de ce qu'ils apprennent. Les forcer à comprendre, c'est la profondeur du traitement sémantique qui va garantir la profondeur de la mémorisation et de la généralisation. Deuxièmement, alternance de périodes d'apprentissage et de tests. Ne pas penser au cours magistral comme étant le paradigme le plus efficace d'enseignement. C'est au contraire l'engagement actif de l'élève qui se teste en permanence, à qui l'enseignant demande de générer une réponse et qui corrige immédiatement les erreurs, qui permet de maximiser l'apprentissage. Troisièmement, on vient d'en parler longuement, distribution de l'apprentissage en plusieurs fois, espacer les séances d'apprentissage sur plusieurs jours ou semaines. Sans doute le sommeil, dont j'ai parlé la dernière fois, joue un rôle essentiel ici. Les séances d'apprentissage sont entrecoupées de séances de sommeil qui consolident les apprentissages. Et y revenir régulièrement, même plusieurs mois, même quelques années après, est essentiel pour que les apprentissages se consolident. Ces phénomènes sont absolument universels, en tout cas dans le domaine de la mémoire déclarative. Et j'en profite pour revenir à cet article essentiel, toujours de Hal Pachler, dans une revue au titre intéressant, la science psychologique dans l'intérêt du public. C'est une revue extrêmement intéressante qui publie des articles disons, qui ont un impact sur la vie quotidienne en psychologie. Eh bien, donc l'idée selon laquelle chacun dispose d'un style d'apprentissage qui lui soit propre est absolument fausse. Dans ce domaine, notre mémoire est constituée ainsi, nous sommes tous traités à la même enseigne, et il faut donc prendre en compte ces phénomènes dans l'enseignement général. Il y a aussi une méta-conclusion de l'ensemble de ces études que nous avons vu plusieurs fois surgir dans ces travaux, c'est que la plupart des élèves ignorent ces phénomènes et étudient avec des méthodes inefficaces. Nous ne savons pas introspectivement quelles sont les meilleures conditions pour nos apprentissages. Typiquement, ça c'est un exemple que je pense beaucoup d'entre nous connaissent, l'apprentissage consiste à lire, colorier et penser que ça suffit. Alors, lire le cours, relire le cours ne suffit pas, c'est se tester dans des situations éventuellement nouvelles qui va être important. Alors derrière tout cela, je pense qu'il y a une conclusion importante aussi pour la science de l'éducation. Je pense que nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur nos intuitions pour optimiser l'école. Et tous les comités d'experts sont intéressants, mais c'est en réalité la preuve expérimentale, l'expérimentation dans le domaine psychologique, dans le domaine sociologique, qui peut permettre d'arriver à une école qui fonctionne mieux. Et je pense que l'école dans ce domaine est un petit peu comme la médecine pouvait l'être il y a un siècle, c'est-à-dire qu'elle doit se rapprocher des sciences pour parvenir à ce qu'on pourrait appeler evidence-based education, l'éducation fondée sur la preuve. Comme il y a une médecine fondée sur la preuve, il faut qu'il y ait maintenant une culture de l'expérimentation. Je pense qu'il faut qu'il y ait un département de recherche et de développement à l'éducation nationale qui étudie systématiquement ces phénomènes, qui vérifie leur validité dans le contexte scolaire, qui s'intéresse du point de vue de l'enseignant à la manière d'exploiter ces phénomènes pour les traduire dans la classe. Merci beaucoup de votre attention.